histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reste sur la saga Alien. Et vous vous doutez bien, j'ai fait le 1, le 2. On va faire Alien 3. Et c'est le grand réalisateur David Fincher qui se colle cette fois-ci aux manettes. Un film sorti en 1992. Alien 3 qui est typographié Alien au cube, avec le 3 en petit. Donc qui est un film de science-fiction horrifique, américain évidemment, avec au scénario Larry Ferguson, David Giller, Walter Hill. La musique, on retrouve Elliot Goldenthal. Comme acteur principal, on retrouve notre cher Sigourney Weaver, Charles Dutton, Charles Dance, Lance Henriksen et Pete Postwaite. C'est produit par la 20th Century Fox et la Brandywine Production. 2179. Ellen Ripley et ses compagnons rescapés, la jeune Newt, le caporal X et l'androïde Bishop dorment en biostase à bord du vaisseau spatial USS Sulaco qui retourne vers la Terre après les événements de LV-426. Mais un facehugger est présent à bord et brise l'une des capsules de stase où ils dorment et son sang acide provoque un incendie. L'ordinateur de bord du USS Sulaco éjecte alors les cryotubes des 4 passagers dans une capsule de sauvetage EEV. La capsule s'écrase peu après sur Fiorina Fury 161, une planète prison où se trouve une colonie minière pénitentiaire. La capsule est récupérée par les membres de la colonie, mais seul Ripley a survécu au crash. Examiné par un médecin, le docteur Clemens, celui-ci pense qu'elle pourra s'en sortir. Le superviseur de la prison, Andrews, et son adjoint Aaron expliquent ensuite la situation aux prisonniers, leur assurant que la survivante, pour laquelle elle constitue une tentation, sera prochainement évacuée. Peu de temps après, Ripley est réveillé par Clemens, qui lui apprend la mort de ses compagnons. Ripley souhaite voir les restes de la capsule EEV et une fois sur place, observe une marque d'acide sur le cryotube de Newt. Elle demande alors à Clemens de pratiquer une autopsie sur le cadavre de la fillette, en prétextant un risque de choléra. Clemens, d'abord suspicieux, accepte cependant, mais l'autopsie ne donne rien. À la demande de Ripley, les corps de Newt et X sont incinérés dans le haut fourneau de la fonderie. Au même moment, le chien d'un des prisonniers présent lors de la récupération de l'EEV est pris de convulsions avant qu'un xénomorphe ne jaillisse de son corps. Jusqu'à son évacuation, Ripley est contrainte de cohabiter avec les détenus. Dylan, leur chef et leur mentor autoproclamé, lui expliquent qu'ils peuvent encore, pour le moment, tolérer sa présence. Ripley discute ensuite avec Clemens, qui lui raconte l'historique de la station.
Fury 161. La planète où elle a échoué. Elle est l'hôte d'un ancien pénitencier minier qui abritait autrefois 5000 détenus, chiffre réduit désormais à 25. Ces derniers, devenus les gardiens des lieux, entretiennent désormais le haut fourneau de l'installation. À la fermeture de la fonderie, les derniers détenus ont décidé de rester et se créer une nouvelle religion. Cependant, Clemens élude toutes les questions concernant son propre passé, Ripley faisant de même, ils deviennent finalement intimes. Le lendemain, un détenu est tué dans une bouche d'aération. Arrivé sur place, Clemens est intégré par une marque d'acide similaire à celle trouvée sur la navette EEV. Il partage cette information avec Ripley, qui décide de se reconnecter ce qui reste de l'android Bishop, dont le corps avait été jeté aux ordures. Après avoir échappé d'une agression de plusieurs détenus grâce à l'intervention de Dillon, Ripley active Bishop. Elle lui demande d'analyser l'enregistreur de vol de l'EEV et l'androïde lui confirme qu'un incendie est à l'origine de l'éjection du l'EEV du Sulaco, mais également qu'un alien se trouvait à bord et que la compagnie Weyland-Yutani en a eu connaissance. Bishop, souffrant, demande ensuite à Ripley de le déconnecter. Dans l'intervalle, l'alien attaque un groupe de 3 prisonniers isolés et en massacre 2. Le survivant, Golik, raconte alors ce qu'il a vu. Ripley confirme ses dires, finissant par dévoiler à Andrews et à Aaron son histoire. Mais ces derniers refusent de la croire. Andrews lui rétorquant que de toute façon, la station ne possède pas d'armes. Il met ensuite Ripley en quarantaine à l'infirmerie en attendant l'arrivée de la navette censée la récupérer. Par la suite, Clémence finit par se livrer à Ripley, ancien médecin urgentiste sur Terre. Il provoque un jour la mort accidentelle de 11 patients en se trompant dans le dosage des piqûres à la suite d'une longue garde ininterrompue. Emprisonné sur Fury 161 avec les autres détenus, il décida de rester avec eux, n'ayant nulle part où aller. Peu après, et alors qu'il soigne une Ripley mystérieusement affaiblie, l'alien surgit et tue Clemens, mais épargne étrangement Ripley en s'approchant de cette dernière. Courant prévenir les autres, Ripley rejoint les prisonniers réunis par Andrews, mais ce dernier fut finalement brutalement emporté à son tour par la créature aux yeux de tous. Sans armes pour se défendre dans une station délabrée, les survivants imaginent emprisonner l'alien en l'acculant dans un local destiné aux déchets nucléaires, le chassant à l'aide d'un produit hautement explosif, le quinitricétylène. Mais alors que les prisonniers répandent le produit dans les couloirs, l'alien s'en prend à l'un d'entre eux, qui finit par lâcher sa torche au sol, faisant s'enflammer le produit. Un ouragan de ce feu se déclenche alors et décime une dizaine de prisonniers, pris alors à leur propre piège. Ripley, qui ressent de plus en plus de douleur suspecte, utilise le dispositif d'imagerie médicale de la capsule EEV. Aidée d'Aaron, elle découvre alors qu'elle est porteuse d'un embryon de reine alien, ce qui la condamne de facto à mort. Ripley cite ensuite Aaron pour communiquer à la compagnie Weyland-Yutani que toute la planète est contaminée afin qu'ils ne puissent pas récupérer l'alien. Mais l'homme refuse car il est un père de famille et souhaite être rapatrié. Ripley alors décide d'aller trouver l'alien pour en finir,
Mais le monstre refuse encore une fois de la tuer. Ripley demande alors à Dillon de l'achever, et ce dernier décide de rien en faire car il estime que Ripley reste leur dernière chance de salut. Il lui promet toutefois de la tuer une fois leur ennemi anéanti. Les survivants se réunissent à la fonderie et Dillon déclare qu'il faut venger leurs camarades, mais les autres ont peur et préfèrent attendre la navette de sauvetage, comme le suggère Aaron. Ripley leur rétorque que pour la compagnie, leur vie ne valent rien et que seul l'alien compte. Dillon a dans l'idée d'attirer la bête dans le creuset de la fonderie afin de l'y noyer dans du plomb en fusion, en servant eux-mêmes d'appât. Ils souhaitent que tous se battent comme des hommes plutôt que de subir les événements. Remotivés, les prisonniers acceptent finalement le plan suicidaire, mais Aaron refuse de se joindre à eux. Débutent alors plusieurs courses-poursuites dans les couloirs de la fonderie afin d'amener l'alien jusqu'au creuset. Ce cri entraîne la mort de la plupart des prisonniers. À l'issue de la manœuvre, seul reste encore en vie le détenu Morse, Ripley et Dillon, qui finit lui-même par se sacrifier afin de retenir l'alien dans le creuset. Morse peut alors déclencher la coulée de plomb sur elle. Cependant, le monstre parvient à s'extraire de la matière en fusion et poursuit Ripley. Elle parvient toutefois à atteindre et ouvrir une vanne d'eau froide qui asperge l'alien, l'explosion un violent choc thermique qui le fait exploser. Entre-temps, l'équipe de sauvetage de la compagnie a débarqué sur la planète et Aaron les mène à la fonderie. Les hommes armés sont menés par Michael Weyland, parfait sosie de l'androïde Bishop, en fait son créateur. L'homme tente de convaincre Ripley de se faire extraire son embryon par chirurgie, mais elle refuse, méfiante de ses intentions, et s'éloigne sur un portique roulant avec l'aide de Morse. Ce dernier est blessé par un garde, et Aaron, resté là jusqu'à la neutre, s'en prend physiquement à Weyland avant d'être abattu. Les supplications de Weyland n'y changeront rien. Ripley demande à Morse de l'amener au-dessus de la cuve en fusion du haut fourneau, et une fois en place, elle se sacrifie en se laissant tomber dans la cuve en fusion, tout en retenant la reine alien naissante de son corps. Peu après, la prison ferme ses portes, et les hommes de la compagnie quittent la planète, en emmenant Morse, le dernier prisonnier. De la capsule EV se fait entendre l'enregistrement sonore du journal de bord de Ripley, enregistré 57 ans plus tôt, à bord du Nostromo. Voilà pour l'histoire haletante de ce film, qui a une photographie extraordinaire. Hein. La photographie, c'est Alex Tunsom pour la principale équipe et Paul Bisson pour l'équipe secondaire. On a franchement une belle photographie dans ce film, une belle direction artistique de Fred Hall et Jim Marhan. Au décor, on a Norman Reynolds qui nous font un décor de prison bien cyberpunk, bien alien, bien Giger. On peut lui reconnaître ça. Le budget du film est d'environ 50 millions de dollars. Il faut savoir que Sigourney Weaver est coproductrice du film. Elle a compris, après le premier film, qu'elle pouvait se faire des sous avec Alien. Donc elle a commencé à s'intéresser à la production. Donc c'est Sigourney Weaver qui est coproductrice. Au design des créatures, c'est toujours Monsieur Hatcher Giger.
Les effets des aliens sont réalisés par Alec Gillis et Tom Woodruff, les fameux, que je trouve géniaux même, pardon. Donc c'est tourné en couleur en 35 mm de 39e cinémascope, son Dolby pour la version 35 mm et la version 70 mm en 2/20 Panavision 70, son Dolby. Il y a 3 versions du film, la version originale de 114 minutes, une version à édition spéciale de 138 minutes et une édition version longue de 2003 qui dure 145 minutes. Le film est sorti aux États-Unis le 22 mai 1992, en France le 26 août 1992. À l'origine, la Fox contacte Brandywine Productions pour 2 nouveaux films. Les producteurs de la saga, David Giller et Walter Hill, envisagent plusieurs histoires disponibles. Ils élaborent alors une idée autour de la société Weyland-Yutani qui s'oppose à des humains à l'idéologie socialiste qui se séparent de la société et de la Terre. Sigourney Weaver n'aurait pas retrouvé son personnage d'Ellen Ripley que pour un cameo. Ce 3e film aurait été centré sur le personnage de X, incarné par Michael Biehn dans Aliens le Retour. Il est ainsi prévu que Ripley revienne dans un 4e film, ou alors elle serait engagée dans une bataille épique contre une multitude d'aliens créés par des terriens expatriés. Ce qui n'est pas du tout ce qui est arrivé, hein, pour la preuve. D'abord sceptique, la Fox décide de financer le projet de David Giller et Walter Hill, à condition que Ridley Scott dirige le film et que le 4e film soit tourné dans la foulée pour réduire les coûts de production, mais le cinéaste britannique est trop occupé par divers projets à cette époque. Le président de la Fox, Joe Ross, pense que le personnage de Sigourney Weaver est la pièce centrale de la saga et la seule femme soldat du cinéma. Un salaire de 5 millions de dollars est alors proposé à l'actrice, plus des bonus sur le box-office. William Gibson pour le scénario. Les producteurs approchent alors l'auteur cyberpunk américain William Gibson, très influencé par Alien, pour écrire le scénario. Il écrit un traitement pour l'histoire de Giller et Hill, centré sur X et Bishop, car Sigourney Weaver ne voulait tellement pas participer au projet à ce moment-là, et William Gibson imagine alors des tatouages code barre. L'idée est finalement conservée dans le film. William Gibson imagine une mutation génétique des aliens, réalisée par la compagnie spatiale Anchor Point. Le vaisseau spatial Sulaco avec X, Bishop et Ripley arrive à Anchor Point, lieu dirigé par l'UPP, Union of Progressive People. Ripley est dans le coma, à la suite d'un incendie causé par des aliens sur le Sulaco. X enquête alors sur la rumeur selon laquelle Weyland-Yutani a créé de nouveaux aliens. Le film se serait fini par un aperçu du 4e film, dans lequel X et l'UPP s'allient face à un ennemi commun qu'ils traqueront et détruiront jusqu'à la source. Tout comme le second film, celui-ci est très orienté vers l'action. Il introduit de nouveaux personnages et donne un nouveau souffle à la saga. Le studio n'est pas convaincu et demande à Gibson des réécritures. À la suite de l'arrivée de Renny Harlin comme réalisateur du film, William Gibson quitte finalement le projet. Eric Red écrit ensuite un nouveau script
centré sur les Marines des forces spéciales, montant à bord du Sulaco et découvrant que tous les survivants de la mission LV-426 ont été victimes des aliens. La seule référence aux 2 premiers films est un badge sur un scaphandre de cosmonaute déchiré portant le nom de Ripley. L'histoire a entièrement lieu dans une ville provinciale américaine, dans un dôme. Le scénario de Red reprend l'idée d'Alien, transformant des humains dans des cocons, scène coupée du premier film. Le scénario va plus loin dans l'horreur que les films précédents de la saga. C'est aussi le premier scénario à parler d'une créature mi-homme, mi-alien, qu'on retrouvera plus tard dans la version finale d'Alien la Résurrection. Le scénario réutilise aussi le virus alien, imaginé par William Gibson, qui crée alors des moustiques aliens, ainsi que du bétail alien, des chiens aliens, des poulets aliens, qui auront la capacité d'infecter la matière et la technologie. La station spatiale elle-même est affectée, transformée en une créature alien géante. Après avoir lu le scénario d'Eric Red, Renny Harlin quitte le projet pour réaliser 58 minutes pour vivre, ce qu'il a eu bien raison de faire. Eric Red est alors renvoyé. Donc ça ne sera pas lui le scénariste. La planète prison de David Towie. David Towie écrit ensuite un autre script autour d'une planète prison utilisée par la division de guerre biologique de Weyland-Yutani. David Towie introduit également plusieurs types d'aliens: Rogue Alien, Spike Alien, Alien Caméléon. L'arrivée de Vincent Ward comme réalisateur du film marque l'abandon du script de David Towie. Vincent Ward devient le nouveau réalisateur du film et souhaite apporter ses idées à l'histoire. Il imagine avec le scénariste John Fasano une histoire dans laquelle le vaisseau de Ripley s'écrase sur un satellite monastère. Ils imaginent un design archaïque dominé par le bois. Le lieu serait habité par des moines ludistes. Alors, ludiste, c'est une expression de l'historien britannique Edward Peter Thompson. C'est un violent conflit social qui, en Angleterre, des années 1811-1811, a opposé des artisans, tondeurs et tricoteurs sur les métiers à bras du West Riding. C'est ce qui a mené à ces moines. L'histoire commence par un moine qui croit voir une étoile. C'est la capsule de secours de Ripley. Il croit d'abord que c'est un bon présage, mais l'arrivée de Ripley et l'impression croissante de la présence d'un alien fait s'écrouler la vie des moines. Ils pensent que la créature est un signe religieux venu punir le délit. De plus, la présence d'une femme dans le monastère accroît la tentation sexuelle. Ils enferment alors Ripley et ignorent ses conseils concernant la réécriture. Finalement, Vincent Ward quitte le projet comme réalisateur. De nombreux journalistes pensent que le projet de Ward était excellent. L'ancien journaliste du Time, David Hughes, inclut le script de Ward dans son livre The Greatest Science Movies Never Made, les plus grands films de science-fiction jamais tournés. Quelques années plus tard, un article du magazine Empire relance l'intérêt autour de l'histoire de Vincent Ward. Certaines des idées de Vincent Ward sont conservées par David Giler et Walter Hill, qui ont finalement le dernier mot. De plus, une clause du contrat de Sigourney Weaver stipule que le script original doit être signé par Giler et Hill, qui sont les pères créateurs du personnage de Ripley. David Fincher est alors engagé comme réalisateur. Il intègre au projet l'auteur Rex Pickett,
qui revisite l'histoire de Giller et Hill. Et bien qu'il soit finalement remercié par Giller et Hill, il a contribué à de nombreux éléments du script final. La suite du développement du film est chaotique, alors que le scénario est à peine esquissé. La production du film est lancée. L'histoire reçoit à plusieurs reprises des changements plus ou moins importants, alors que David Fincher est en train de tourner. Michael Biehn, qui jouait le caporal Dwayne Hicks dans Aliens le Retour, avait menacé de poursuivre en justice les producteurs d'Alien 3, car ces derniers voulaient utiliser son corps avec le torse explosé par la sortie d'un alien. Michael Biehn, qui espérait reprendre son rôle dans cette suite, ne voulait pas que son image soit utilisée de la sorte. Finalement, l'utilisation brève d'une photographie de son personnage lui permit d'être payé autant que pour le second film. Voilà, donc il a eu ses sous. Comme quoi, hein, suffit de réclamer. Le tournage débute le 14 janvier 1991 dans les Pinewood Studios, près de Londres, alors que le script n'est toujours pas achevé. Il a notamment lieu dans le célèbre plateau Albert Air Broccoli 007, où sont souvent tournées des scènes de James Bond. D'autres scènes sont tournées en Angleterre, dans la centrale électrique de Bliss, ainsi que dans le comté de Durham. Peu après la fin du tournage, certaines scènes avec Sigourney Weaver ont dû être retournées. Entre-temps, l'actrice a fait laisser repousser ses cheveux pour éviter qu'elle ne se rase à nouveau. Ses cheveux ont été cachés sous une prothèse en latex. D'après les superviseurs des effets spéciaux du film dans les commentaires audio du DVD, c'est le premier opus qui a utilisé des images de synthèse. Dans de rares scènes, cependant, notamment celles où on voit l'alien recouvert de plomb fondu. Les scènes spatiales, quant à elles, ont été réalisées avec l'usage traditionnel de maquettes. Et ouais, on avait encore des bonnes vieilles maquettes, super détaillées, ultra réalistes. Mais j'aime la 3D, hein, vous savez bien. La musique est composée par Elliot Goldenthal, qu'il a enregistré pendant les émeutes de 92 à Los Angeles, ce qui a un peu contribué à la nature de la musique. Des titres comme Wreckage and Rape, First Attack, Death Venge, Explosion and Aftermath, The Dragon, The Entrapment, Agnus Dei, des titres percutants, hein. Alien 3, il a reçu un accueil assez mitigé à sa sortie. 43% sur Rotten Tomatoes pour 56 critiques. 5,3 sur le consensus, qui dit que Alien 3 prend des risques admirables avec la mythologie de la franchise, mais beaucoup trop peu sont récompensés dans une suite peu scénarisée, dont les effets visuels élégants ne suffisent pas à raviver le manque de sensations fortes. Sur Metacritic, il obtient 59%, sur une base de 20 critiques, avis généralement favorable. James Cameron, réalisateur et co-scénariste du précédent opus, Aliens le Retour, dont j'ai fait le podcast précédemment, c'est l'épisode précédent, en a voulu personnellement à David Fincher d'avoir détruit la relation complexe des personnages de Ripley, Hicks et Newt qu'il avait établie à la fin de son film. Il exprimera d'ailleurs publiquement sa déception concernant Alien 3 avant de s'excuser en apprenant les conditions du tournage auxquelles fut soumis Fincher. Le film
a connu un certain succès commercial, apportant 159 814 000 $ au box-office mondial, dont 55 millions en Amérique du Nord, pour un budget de 50 millions. Donc il est rentré dans ses frais. Il a fait 2 fois et demi son budget. Donc ils sont rentrés dans leurs frais. C'est pour ça qu'il y a eu un 4 d'ailleurs. Hein. Il y a eu la récompense du Motion Picture Sound Editors du meilleur montage sonore pour les doublages. Il a été nominé pour meilleur film de science-fiction, meilleure actrice pour Sigourney Weaver, meilleure réalisation pour David Fincher. Il y a eu un jeu vidéo Alien 3 qui est sorti en 92, produit par Probe Software, enfin développé par Probe Software. Alien 3 The Gun, un jeu d'arcade de type shoot 'em up. Alors si vous connaissez un peu, c'est comment il s'appelle le jeu PC? C'est un jeu d'arcade aussi. Vous avez des cibles et en fait c'est pas vous qui déplacez le décor. Le décor se déplace tout seul. Voilà. Une série télévisée d'animation, Opération Aliens, est développée par la Fox avec une diffusion prévue pour coller à la sortie du film. Elle sera finalement abandonnée malgré l'avancée du projet. Si aucune image officielle est diffusée, certaines paraissent officieusement sur Internet. Alan Dean Foster a novélisé le film en 92. Dark Horse Comics a publié en 92 une adaptation du film en comics en 3 volumes, écrite par Stephen Grant et dessinée par Christopher Taylor. Par ailleurs, la version non utilisée du script de William Gibson est adaptée en bande dessinée, Alien 3 par William Gibson. Le scénario abandonné paraît en janvier 2020. John Christmas prend en charge des dessins et le scénario. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire sur ce film, qui reste un bon film. Pour moi, tous les aliens, jusqu'au 4 en tout cas, sont cultes. Celui-ci est culte, c'est David Fincher quand même. On a le droit à Ridley Scott pour l'instant, James Cameron, et là on attaque Fincher, et le prochain c'est Monsieur Jeunet, qui est pas non plus un inconnu, mais qui est même un de nos chers compatriotes français, qu'on verra dans un nouvel épisode que je vous invite à bientôt écouter et à vous abonner. Merci. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les nouveaux épisodes. J'essaie de les sortir, mais j'ai beaucoup de travail, alors il n'y a plus de sorties tous les jours, c'est un petit peu tous les 2-3 jours. J'essaie de sortir le plus d'épisodes possible. Excusez-moi, mon téléphone me fait des misères, j'avais pas mis en silencieux, c'est de ma faute. À bientôt. Bonne soirée. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez sur les plateformes comme Tipeee, Patreon. Vous avez les liens dans la description du podcast. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Merci. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. No! Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,